Massa Khair, bonsoir tout le monde. Bonsoir Théolinda Gersaou. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Salon du Livre de Casablanca. Vous êtes une romancière et une nouvelliste portugaise. Je considère que c'est un vrai privilège aujourd'hui de vous avoir parmi nous, parce qu'il faut dire que nous n'avons pas beaucoup accès à la littérature portugaise contemporaine. D'abord parce que les traductions en français, quand elles sont disponibles, ne sont pas toujours distribuées au Maroc. Pour votre cas, il y a deux livres qui sont, deux de vos livres qui sont traduits en français, et malheureusement, on ne les trouve pas ici au Maroc. Avec moi pour vous interviewer, Saïd Ben Abd Wahed, qui est votre traducteur en fait. Alors ce que vous voyez ici, c'est le livre qui s'appelle Al-Mar'atu Lati Habasat al-Matar, qui est un ensemble de nouvelles qui sont traduites par Saïd. Alors je le présente rapidement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Saïd, il enseigne la littérature espagnole à l'université Hassan II à Casablanca. C'est un chercheur de littérature d'Amérique latine et de littérature du Portugal aussi et de l'Espagne. C'est un chercheur, traducteur, membre de beaucoup d'associations culturelles marocaines. Et il a beaucoup traduit en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. Bon, Théolinda Gersaou, vous faites partie de cette génération d'intellectuels portugais qui avait à peu près 30 ans au moment de la révolution des œillets. Et je pense que c'est un événement historique qui a marqué tout de même votre écriture. On va essayer de savoir comment vous et peut-être beaucoup de vos collègues écrivains et d'ailleurs écrivaines aussi, on va aussi essayer de s'intéresser à cet aspect des choses si vous vous considérez comme faisant partie d'une mouvance d'écrivaines au sens de l'écriture féminine, pour ne pas dire féministe. Je lance des hypothèses, vous allez nous éclaircir tout ça. Mais juste pour commencer, je voudrais juste vous demander, pour vous permettre aussi de saluer le public, quel est votre sentiment d'être là au Salon du Livre de Casablanca? Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être ici au Salon du Livre de Casablanca entre deux Saïd. D'abord, je vais présenter chronologiquement. J'ai connu d'abord mon traducteur qui est à ma droite et à ma gauche ce poète et écrivain marocain qui vient de m'introduire. Et je vous remercie à tous d'être venus. Je sais qu'il y a dans la salle des gens qui sont professeurs de portugais. Et c'est une joie pour moi de savoir que la langue portugaise et les écrivains portugaises sont étudiés et aussi à Maroc, qui est un pays si proche géographiquement de nous et pas seulement géographiquement. Nous avons à travers les siècles eu beaucoup de contacts. Malheureusement pas toujours très pacifique, mais il y a des traces très profondes que vous avez laissées dans notre culture et je crois que peut-être la réciproque est aussi vraie. Mais nous sommes un peuple mélangé. Il y a un héritage arabe, un héritage suisse, un héritage d'autres populations qui sont venues, les Celtes, les Grecs, les Romains. Enfin, nous sommes un mélange et une langue latine. Et c'est pourquoi je suis contre cet accord orthographe qu'on veut imposer et qui efface
l'étymologie. Et c'est absolument révoltant parce que ça fait partie de notre identité. Nous sommes un pays latin. Mais vous demandiez sur la révolution des œillets. Oui, c'est vrai, j'avais 34 ans à l'époque et j'ai vécu donc 34 ans de ma vie sous une dictature et puis on rêvait d'un changement radical, social, de démocratie. Et d'ailleurs, je suis partie en Allemagne, j'ai gagné une bourse allemande et j'ai vécu 3 ans en Allemagne, 2 ans à Berlin, 1 an à Tübingen. J'ai été lectrice de portugais dans l'université technique de Berlin. Et pour moi, ce fut un moyen d'échapper à la dictature. J'ai gagné ma liberté en étant une bonne étudiante. Et ce fut une expérience très très riche. Et puis j'ai senti que je devais ça à moi-même et au pays, d'écrire sur un portrait du Portugal pendant la dictature. Car je crois que une des fonctions de la littérature, c'est de garder la mémoire du temps, des choses dont nous sommes les témoins. Et ce livre est traduit en allemand et il s'appelle, j'ai traduit librement le titre Paysage avec femme et la mer en arrière-plan. Le paysage, c'est le Portugal. La femme, c'est une mère qui a perdu son fils à la guerre coloniale, qui était une guerre absolument injuste et dont sa révolte si profonde. Et curieusement, plus tard, des années plus tard, a été publié à Paris un livre de Florence Laureau qui s'appelle Les mères en deuil et qui montrait qu'à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il était législé comment les femmes devaient s'habiller et combien de jours elles pouvaient pleurer leurs enfants. Parce que la société avait le sentiment que s'il laissait libre cours à la révolte et à la douleur des femmes qui avaient perdu ses maris, ses enfants, mais surtout ses enfants, c'est les mères qui sont au centre de l'étude de Florence Laureau. La société pouvait se révolter contre la guerre. Et cela était dangereux. Et donc, il y avait des législations sur cela. Et c'était justement ça que j'ai voulu faire à mon livre. Car au Portugal aussi, la révolte contre la dictature a été tabou. Il était interdit de s'extérioriser à tout le monde, mais c'est surtout les femmes qui ont souffert, les familles. En préparant notre rencontre, parce qu'il faut dire que comme je rappelais tout à l'heure, je n'avais pas accès à vos écrits, donc j'ai essayé de glaner à droite et à gauche la documentation en français sur vos travaux. Et alors, de proche en proche, ça m'a amené à ce livre très célèbre qui s'appelle Les Nouvelles Lettres portugaises, n'est-ce pas, qui est écrit par les fameuses trois Marilyn. Je voulais juste vous demander, puisque vous parlez à l'instant de ce moment révolutionnaire, alors c'est un livre qui est sorti, je crois, avant, mais quelques années seulement avant. C'est un livre qui a permis de libérer la parole féminine. Quel est votre rapport à ce livre? Quel est votre rapport à cette mouvance? Est-ce que vous vous considérez un peu dans la continuité de cet élan?
c'est un peu difficile de répondre à cela. Je connais très bien ces trois femmes, ces trois écrivaines qui ont écrit ce livre qui est très intéressant et très fort, Nouvelles lettres portugaises. Un livre qui à l'époque a été considéré obscène et qui les a menés au tribunal où elles ont été défendues par Urbano Tavares Rodrigues, un écrivain portugais qui a vécu longtemps en exil à Paris et qui a défendu ses collègues écrivains qui ont été très très maltraités par les journaux, par la censure, par l'opinion publique. Enfin, elles ont beaucoup souffert à l'époque. Et justement, j'ai toujours été du côté des gens qui étaient contre la dictature et qui voulaient une société différente, démocratique. Et je suis jusqu'à aujourd'hui encore très amie avec toutes les trois. Mais cela dit, j'avoue que maintenant qu'on est en démocratie, cette question de l'écriture féminine et de l'écriture des femmes et tout cela, je laisse aux investigateurs le travail de trouver des réponses. Parce que moi, je n'ai pas de réponse pour ça. Je ne sais pas si les femmes écrivent, probablement, oui, elles écrivent d'une autre façon, de notre point de vue, mais ce qui importe, c'est la qualité, pas le genre, pas le sexe, c'est la qualité de l'écriture. Et on écrit de son point de vue. Et étant une femme, une mère, j'écris ce qui m'indigne, ce qui me fait mal, ce qui me fait souffrir, ce qui me fait heureuse. Mais ce sont des problèmes de toute la société, aussi des hommes, pas seulement des femmes. Et je crois que si je disais je suis féministe, je défends le point de vue féminin et tout ça, il y aurait une espèce d'horizon d'attente et on voudrait que j'écrive d'une certaine façon sur certains thèmes. Et ce serait en limite à ma liberté. Et ça, je ne veux pas. Et c'est curieux que mon premier livre, qui était une histoire d'amour, il s'appelait Le silence, oui, 81, oui. C'était une histoire d'amour qui tourne mal et dont la femme s'en va, une jeune femme et un fameux chirurgien qui veut recommencer avec elle la même relation qu'il avait quittée en laissant sa femme. Et elle ne se laisse pas apprivoiser, disons, domestiquer. Et j'ai reçu le second livre, a été celui que j'ai cité tout à l'heure sur la Révolution et le Portugal pendant la dictature. Et j'ai reçu des lettres des lecteurs fâchés contre moi parce que c'était tout un autre thème et ils n'ont pas aimé que je change de thème. Ils voulaient une espèce de second livre sur un point de vue peut-être plus féministe, puisque la femme est gagnante dans le premier livre. Et c'est curieux, j'ai répondu que je n'y peux rien. Si vous n'avez pas aimé, c'est votre problème, pas le mien, parce que je vais écrire ce que je trouve qu'il faut dire. Et puis si le public applaudit ou me maudit, ça doit m'être assez indifférent. En fait, en tant que lecteur et en tant que
moi aussi, je suis très à l'aise avec ce que je me sens très à l'aise avec ce que je vous dites. Il ne faudrait surtout pas se laisser enfermer par ces carcans que certains analystes ou critiques aiment nous enfermer. L'horizon d'attente des lecteurs, il faut toujours chercher à le dépasser. Alors, je vais te donner, Saïd, la parole, mais juste peut-être une question sur le genre. Vous avez un parcours qui est quand même assez, j'allais dire, atypique, puisque vous avez commencé par publier beaucoup de romans. Ensuite, vous êtes passé à la nouvelle. Alors, on connaît, ensuite au conte. On connaît beaucoup, c'est le parcours inverse qui est le plus commun, commencer par des nouvelles, ensuite aller vers le roman. Vous avez même expliqué que c'est en écrivant on pourrait appeler des nouvelles, hein, c'est-à-dire des romans courts, que vous avez découvert votre passion pour la nouvelle, et aujourd'hui vous vous attachez aux deux genres, mais peut-être plus que vous avez un faible pour la nouvelle. Vous avez expliqué comment justement ce parcours un peu inversé a-t-il pu avoir lieu en ce qui vous concerne? Oui, c'est justement ça. J'ai toujours pensé que j'étais absolument incapable d'écrire des contes. Parce que le conte est difficile. Et il y a des gens qui sont nés pour écrire des romans et d'autres qui sont nés pour écrire des contes. Jorge Luis Borges n'a jamais écrit un roman. Et il est un très très grand écrivain et il a seulement écrit des contes. Le conte est très, très résumé et il ne nous donne pas l'espace de développer les personnages, les ambiances et tout ça. C'est ce que j'aime faire dans les romans, et aussi le passage d'un temps à autre et la transformation des situations et des personnages dans ce passage de temps. D'ailleurs, mon dernier roman qui est sorti l'année passée s'appelle Passage. Et je commence par deux citations, une de Montaigne, des essais de Montaigne, où il dit qu'il n'existe rien d'arrêté dans le temps. Tout est perpétuellement en mouvement. Les pyramides, l'Égypte, les grands monuments, les mers, les nuages, la terre et nous-mêmes, nous sommes perpétuellement en mouvement. Et il dit, je ne décris pas le personnage, mais son passage d'un moment à un autre. Et je sais par cœur, les mots ne sont peut-être pas exactement les mêmes. Et une autre citation, c'est de Walter Benjamin, qui a toujours rêvé d'écrire un roman qui s'appellerait Passage, et a écrit des livres, des volumes sous ce même titre, Passage, qui sont aussi les cul-de-sac des grandes villes où il aimait flâner. Paris, des villes allemandes, des villes de ses mémoires d'enfant, et ce sont des réflexions philosophiques, des mémoires, enfin, c'est pas de la fiction, mais c'est très très intéressant. Et Walter Benjamin, à mon avis, est le plus grand philosophe du XXe siècle. Il n'y a aucun penseur allemand qui n'ait pas été influencé par Walter Benjamin. Et à moi, il me fascine, je l'avoue. Et ce livre est presque une pièce de théâtre. Et tout écrit comment dit-on, sauf les deux premières pages, il est écrit en une espèce de dialogue, mais c'est un monologue pensé, où chaque personnage théoriquement peut entendre ce que les autres pensent. Et ça se passe autour
autour d'une matriarche, d'une mère et grand-mère morte, et tout le monde vient de la famille pour la veiller. Et l'enterrement, la crémation est le jour suivant. Et c'est tout autour de ça. Et il y a beaucoup d'histoires, des histoires d'amour, des histoires de la famille, tout ça, mais toujours suivant ce format. Parce que j'aime beaucoup changer de format. Disons, j'aime que ce soit l'intrigue, ce que j'ai à dire, qui choisit la façon d'être dit. Et alors ça peut devenir un conte, donc un récit court, ou ça peut être très près du théâtre. D'ailleurs, il va y avoir une pièce de théâtre qui n'a pas été faite par moi. L'adaptation, c'est d'un groupe de théâtre. Et il y a un film qui, un jeune cinéaste portugais va faire aussi sur ce livre. Et je suis toujours contente quand un conte passe au cinéma. Il y a 2 contes qui sont passés au cinéma. Un est en train d'être et l'autre a gagné un prix, le jeune cinéaste. Et les contes, je trouve que c'est une façon d'arriver à un public plus vaste. Parce que tout le monde a le temps de lire un conte, même dans le métro ou n'importe où. Tandis qu'un roman, il faut avoir du temps et oui, aussi, c'est vrai. Oui, à vous entendre, en fait, on touche à une caractéristique importante de votre écriture, qui est la recherche de la forme, justement, sans que pour autant que vous sacrifiez à 100% l'histoire ou l'intrigue. Ce que Mulder appelle la story, par exemple. Il y a un reliquat, je dirais, d'intrigue dans ce que dans votre travail. La preuve, c'est que c'est adaptable au cinéma. Mais la forme est très importante et on parle de l'usage du temps, de la temporalité dans votre écriture qui est très particulière. Et peut-être que Sarid a envie de vous poser des questions sur ces techniques, justement. Merci, Hedi. C'est un plaisir aujourd'hui d'avoir un écrivain, un énorme écrivain, qui traduit, présent ici à la foire de Casablanca. C'est une tradition qu'on a inaugurée et on essaie de maintenir ici depuis au moins, je crois, 7 ou 6 ans. Il y a toujours un écrivain portugais ici à la foire de Casablanca. Il faut dire que avant les années 2000, la littérature portugaise au Maroc n'arrivait pas d'une manière directe. Et grâce à un effort de traduction par des écrivains marocains, maintenant, de plus en plus d'écrivains portugais sont traduits en arabe. D'ailleurs, après l'énorme succès qu'a connu la poésie de Fernando Pessoa, la traduction de Mehdi Afrif, même si c'était une traduction à partir de l'espagnol, mais quand même c'est arrivé au plus grand public marocain. Et le prix Nobel de littérature concédé à José Saramago en 1998 aussi a donné un grand élan à l'expansion de la littérature portugaise au Maroc et dans le monde arabe. Moi j'ai eu le privilège, je peux dire, de connaître, de côtoyer des écrivains portugais de la taille de Théoline Dazersa, parce que vraiment, aujourd'hui, on est d'une femme d'une grande femme de lettres, il faut le dire, d'une grande profondeur, parce que il faut aller au-delà de la langue, parce que c'est une écriture va au-delà de la langue, c'est une écriture qui se base sur le concept de la vie, sur la recherche de l'identité, qui pose des questions sur l'histoire du Portugal, sur l'histoire collective de l'humanité, qui utilise beaucoup de langage. Elle est créée certes avec
la matière qui est verbale, c'est-à-dire le mot, mais il va au-delà parce qu'il utilise aussi d'autres ingrédients, comme l'art plastique. Je sais très bien qu'il utilise la sculpture, mais même l'architecture, parce que dans l'écriture de Théoline d'Agersau, même les rues de Lisbonne sont mises en valeur. Parce que c'est une écriture où on trouve vraiment la vie quotidienne. Tout à l'heure, il a évoqué une de ses nouvelles qu'on trouve dans cette collection de nouvelles traduites en arabe, La femme qui arrêta la pluie. Il y a une nouvelle d'un lecteur un peu spécial. Cette nouvelle s'appelle Le Lecteur. Hein. C'est un malheureux conducteur de métro qui n'arrête pas de lire et qui tombe à la fin victime de son propre hobby, de son propre fascination pour la lecture. Et là, je crois que Théoline d'Agersau est une femme fascinée par la lecture. Je l'apprécie beaucoup parce que dès qu'on s'est rencontrés, elle m'a ouvert bien sûr son cœur, sa bibliothèque, sa maison. Elle a collaboré avec moi pour la traduction de ce livre. Il faut dire que dès le début, elle m'a fourni tous les livres dont j'avais besoin. Elle m'a orienté. Et on a choisi ensemble, je crois, les textes qui figurent aujourd'hui dans ce livre. Parce que c'est une façon aussi de réagir, d'une interaction qui se produit entre l'auteur. C'est ça le privilège de traduire un auteur vivant. C'est qu'on peut lui poser des questions, on peut arriver à un accord avec lui sur beaucoup de points. Par exemple, j'avais des doutes sur un de ses livres qui s'appelle Histoire de Verianda. Non? Et j'ai trouvé dans ce livre quelques influences de la culture arabe. Et quand même, je me dis quand même, comment se fait-il que ce livre, il doit avoir quelques rapports, quelque part, avec les voyages. Parce que le voyage de Tota, par exemple. Et il faut dire que l'un des thèmes constants de Théoline d'Agersau, c'est le voyage et l'aventure. D'ailleurs, je crois que vous définissez l'écriture comme une aventure et un voyage. Pourriez-vous nous expliquer cette notion de voyage et d'aventure dans l'écriture? Merci, c'est une. Je dois d'abord dire que je suis très très reconnaissante à tous mes traducteurs parce qu'ils font le voyage avec le lecteur d'une langue à autre. Et dans le catholicisme, Saint Jérôme est le patron des voyageurs. Parce que, selon la légende, il était très grand, très puissant et il transportait les gens sur ses épaules d'un rivage à l'autre. Et ça aussi, c'est une bonne métaphore pour le traducteur. Il porte le lecteur sur ses épaules d'un rivage d'une langue à l'autre rivage, à l'autre langue. Et je suis très reconnaissante, je vois mes traducteurs comme une espèce de monde double, quelqu'un qui a refait le chemin que j'ai fait moi-même pour écrire le livre et le refaire dans une autre langue. Et le voyage m'intéresse, oui, j'aime les gens, j'aime voyager, mais voyager c'est rencontrer des gens. Pas des pétages, pas tellement. Bien sûr, c'est intéressant, mais les autres cultures sont faites par des gens. Et j'aime rencontrer des cultures à travers les gens que je connais dans d'autres pays. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé 6 mois inoubliables en Afrique quand j'avais 20 ans. Et puis j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'arbre des paroles. Et c'est mon hommage à l'Afrique, mon merci pour tout ce que la culture ancestrale africaine m'a donné, qui a été beaucoup et très fort. Et
j'ai des amis dans plusieurs pays. J'ai une amie arabe, une très grande écrivaine qui s'appelle Colette Sikjish. Et je ne sais pas si elle est, de quel pays elle est. Elle est du Maghreb, mais je ne sais pas exactement si c'est le Maroc, si c'est peut-être la Tunisie ou Pélouse. C'est marocaine. Elle vient à Paris, oui. Je l'ai rencontrée en salon du livre à Paris il y a des années. Et elle m'a donné deux de ses livres, l'un qui est un peu biographique sur son frère et sa relation, et l'autre sur sa mère, qui s'appelle Étoile Gallica. C'est une très très grande écrivaine. Et nous sommes devenus amis comme ça, parce que nous avons beaucoup en commun. J'ai des amis allemands, je crois que ça élargit nos horizons. Mais comme disait Saïd, ce livre Histórias de Vir e Andar, c'est la traduction portugaise de l'arabe, je ne sais pas comment ça se dit en arabe, mais au XVIe siècle, les Arabes qui étaient de grands navigateurs donnaient ce nom aux livres de voyage. Les histoires, traduisant littéralement, de voir et de marcher, de voyager et de regarder et de voir. C'est comme ça qu'ils appellent les livres de voyage. Ils appelaient. On les appelle en arabe hikayat, tanazzuh wa tijwal. Le titre original dans la langue arabe ancienne, je crois c'est un titre tiré des livres de voyage vraiment du 15e, 16e siècle, quelque chose comme ça, parce que ça c'est un titre adapté, c'est pas le vrai titre qui correspond vraiment au titre ancien qu'utilisait Tota et d'autres à l'époque. Ça doit être un titre plus rhétorique, un peu plus recherché. Alors je voudrais juste rappeler que d'abord saluer Madame l'ambassadeur qui nous a honoré de sa présence et dire que cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas la complicité de l'ambassade du Portugal au Maroc et du ministère de la Culture, donc on les remercie tous les deux. Je remercie Carla qui m'a aidé à préparer cette rencontre et pour sa complicité également. Alors, on ne vous a pas suffisamment présenté, je crois. Vous avez donc enseigné à Berlin, où vous avez fait vos études académiques. Ensuite, vous avez enseigné à Lisbonne, après la Révolution, c'est ça. Et c'était même avant. Et vous avez enseigné pendant un certain nombre d'années, puis vous vous êtes arrêté, alors même que vous évoluez dans le monde des lettres. Vous avez arrêté pour vous consacrer à l'écriture. Donc vous êtes sorti ce qu'on appelle la retraite anticipée. Pourquoi c'était tellement difficile d'écrire alors qu'on est prof Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Parce que ce sont deux formes de pensée totalement antagoniques. L'une est rationnelle, scientifique, et l'autre est intuitive. Et parfois, je n'écrivais qu'en été, en vacances, parce que je ne pouvais pas sauter d'une forme de pensée à une autre. Et puis, j'ai quitté l'université, j'ai payé un prix pour ça. Mon salaire est descendu, mais enfin, c'est des choix qu'il faut faire et je ne regrette rien, comme dirait Edith Piaf, je ne regrette rien de ça. C'est ce que j'ai toujours aimé faire, c'est d'écrire. D'ailleurs, j'écris depuis toujours. J'ai toujours voulu être écrivaine. Et enfin,
C'est ça qui a un sens pour moi. Et cela n'a pas de prix. J'ai ajouté une remarque et aussi inclure une autre question pour Théolinda à propos de son écriture. Parlons maintenant vraiment de son écriture, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Si on regarde les textes que vous avez écrits et qui sont traduits dans d'autres langues, il faut dire quand même que Théodosia Gersa est traduite au moins dans 11 langues, je crois, 12 langues, je crois, c'est pas la deuxième langue. Le croatien, oui, la langue croate, exactement. Donc, il est traduit dans les langues d'Europe centrale. Mais j'ai remarqué, j'ai fait une remarque à propos des traductions, je ne sais pas que j'ai lu, mais au moins au niveau des listes de traductions, qu'en anglais et en arabe, le succès des traductions, c'est la nouvelle. Parce que vos nouvelles sont traduites en anglais et en arabe, plus que dans d'autres langues. Je ne sais pas si c'est un choix délibéré, ou bien c'est une coïncidence, ou bien c'est une stratégie commerciale des maisons d'édition qui vous contactent pour publier vos livres à l'étranger. Il y a aussi ces romans passés en Afrique, L'Arbre des Palabres en anglais, The Word Tree, qui a été traduit en anglais, publié en Angleterre. Ma traductrice est Margaret Jal Costa, qui a gagné un prix pour cette traduction. Et la deuxième édition vient de sortir en Angleterre. Et en Amérique, j'ai beaucoup de contes publiés parce qu'en Amérique, on aime beaucoup les contes. Et oui, et j'espère avoir aussi des romans publiés en Amérique, mais jusqu'à maintenant, c'est plus facile d'avoir des contes publiés dans de très belles revues littéraires. En France, c'est Ils ont traduit, par exemple, aux anges, les anges, et ils ont mis comme genre, ils ont mis en bas roman. Alors qu'en portugais, romance, c'est le roman, novena, c'est le roman court, et au conte, c'est la nouvelle. Est-ce que il y a un problème de communication avec l'éditeur français, ou bien c'est un choix parce que ce mot n'existe pas en français? Je ne sais pas, mais j'ai été surprise moi-même quand j'ai vu roman. C'est 40 pages et il l'appelle roman. Peut-être nouvelle serait plus juste, non? En portugais, c'est un conte long ou une nouvelle courte, comme vous voudrez, mais je ne sais pas. En portugais, j'ai publié 3 histoires avec des anges. Et ça va sortir au Brésil aussi. Mon livre le plus connu qui s'appelle La ville d'Ulysse, c'est Lisbonne. Et ça a aussi un rapport au voyage. Et c'est un livre sur Lisbonne et sur une histoire d'amour qui se passe à Lisbonne. Mais en français, on a appelé Les Anges un roman. Et je crois que ça gagnerait, comment dit-on, ce livre de record. Du roman le plus court du monde. Parce qu'en portugais, en portugais, vous avez 3 mots différents qui n'existent pas ni en arabe ni en français. Parce qu'en arabe, on dit riwaya qasira, novela. En portugais, novela en portugais, c'est pas un roman, c'est novela. Mais il y a une confusion par rapport à l'espagnol, au novela, c'est le roman. Alors que la nouvelle, c'est plus court, c'est plus spécifique. Je voudrais quand même revenir à ce livre, Les Anges, parce que il y a quand même dans ce livre une préoccupation pour
un thème métaphysique et de communication des religions. J'aimerais bien que vous éclaircissiez ce point. Bon, j'ai écrit pas exprès. Je fais des plans. Les choses m'arrivent comme ça. Et j'ai écrit 3 contes où il y a des anges, mais aucun n'est un conte religieux, proprement. Et dans ce conte le plus long, qui est plutôt une nouvelle, c'est l'histoire d'un adultère. Et c'est la mère qui est amoureuse d'un homme qui s'appelle Séraphin. Et l'histoire est racontée du point de vue de la fille qui a peut-être 10 ans et qui comprend et ne comprend pas ce qui se passe. Et est troublée avec cette histoire qui déborde, qui n'est pas commune et qu'elle ne comprend pas très bien. Mais finalement, c'est l'amant qui devient le support de la famille. Et, curieusement, c'est un roman très immoral, peut-être pour quelques-uns, mais la vie est comme ça. Alors, sur le temps, justement, puisque Saïd n'est pas encore arrivé au stade de vous poser la question sur le temps, j'aimerais que vous me répondiez sur ce besoin que, d'après ce que j'ai lu dans les nouvelles ou ce que j'ai lu de ce qui a été écrit sur vous, le besoin de distordre le temps, un peu, de briser la linéarité. Vous avez horreur de la linéarité. Est-ce que ça a une signification particulière dans votre travail? Je crois que ça vient de l'influence du cinéma. Parce que notre façon de regarder les choses aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était il y a des décennies. J'aime le changement des points de vue et les croisements de temps différents, le mélange de mémoire et de réalité, de rêve. Je dis souvent que je suis une écrivaine de l'inconscient. J'essaie de capter ce qu'il y a au-delà des mots ou sous la surface de la réalité. C'est ça que je cherche, ce que je ne connais pas. J'écris pour mieux connaître quelque chose qui me fascine, mais que je ne sais pas exactement ce qu'elle est, et je la découvre en écrivant. Écrire, c'est un très très grand effort d'attention pour moi. Excusez-moi, puisqu'on est au salon du livre, et je reviens à votre nouvelle au lecteur, parce que c'est vraiment une pièce clé pour connaître un peu vos références en littérature. Parce que dans cette nouvelle, le lecteur, comme j'ai dit avant, le conducteur du métro est victime de sa passion pour les livres. Et on découvre que dans l'une des lectures fondamentales de ce conducteur, c'est Agatha Christie. J'aimerais bien que vous nous expliquiez votre rapport avec le roman policier, en général, et aussi votre rapport avec les autres écrivains que vous lisez et que vous appréciez. Et quels sont ces modèles qui vous inspirent? Et quelles sont en général vos lectures fondamentales pour écrire? Je crois que j'ai été influencée par tout ce que j'ai lu et vécu et vu, cinéma, beaux-arts, peinture, enfin théâtre, tout cela m'inspire. J'ai fait partie d'un groupe de théâtre quand j'étais étudiante et nous sommes allés au Cap-Vert pour représenter Gilles Vicente et Calderon. Et, enfin, le théâtre est fascinant. Je suis une très très mauvaise actrice, mais mes rôles favoris, c'était l'ange de la barque du ciel où je n'avais rien à dire et je soutenais
euh, un rameau, on dit rameau de la barque, oui, comme ça, vertical. J'avais rien de plus à faire. Mais ce qui me fascinait, c'était l'enscenation, comment mettre en scène un texte. Et peut-être c'est pour cela que je n'écris pas des pièces de théâtre. C'est parce que j'ai envie de du metteur en scène, parce que lui, s'il a le pouvoir de transformer le texte, même à l'insu de l'écrivain, il peut tout interpréter d'une autre façon. Et quand mes livres sont transposés au théâtre, et jusqu'alors, c'est 4 de mes livres qui sont passés au théâtre. Et dans le cas des Anges, c'est une très très bonne troupe de théâtre qui a interprété le texte dans un point de vue grotesque. Parce qu'une famille dysfonctionnelle a aussi une lecture grotesque, si l'on veut. Parce que rien n'est rationnel et tout est hystérique d'une certaine façon. Mais je suis influencée beaucoup plus par d'autres moyens que par des auteurs. Mon livre favori, j'en ai 2. C'est la Bible, qui a des histoires absolument terribles, mais fascinantes. J'ai aussi lu le Coran par intérêt, et une citation du Coran de Mahomet vient dans ce conte des anges, et que je trouve absolument fascinante. C'est ce voyage de Mahomet dans les 7 ciels et ce qu'il a vu, et quand il est rentré sur terre, l'eau qui commençait de verser d'une glace arrive au plancher. Donc un voyage au 7 ciels qui lui semblant infini n'a duré que quelques secondes. Mais c'est la grande révélation. Et l'islam m'intéresse beaucoup, les religions, tout ça. Mais même si je ne suis pas croyante, proprement disant. Mais curieusement, si on cherche dans mes livres des influences, par exemple, j'adore des films policiers. Agatha Christie, Commissaire Maigret, aussi des policiers anglais, j'adore ça. Mais j'aime beaucoup le livre Lettre à ma mère de Simenon, et un livre qu'il a écrit, une espèce de livre de Marie, c'est le nom de sa fille, puis je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais je n'aime pas lire ces livres policiers, et encore moins ceux d'Agatha Christie. Je les trouve ennuyeux, mais au cinéma, je les adore. Je voudrais revenir à un autre point qui vraiment caractérise votre écriture, c'est ce travail sur les voix. Dans votre écriture, on a vraiment des voix parallèles, et vous créez parfois une polyphonie dans un même texte. Par exemple, quando ouvir essa mensagem, par exemple, c'est un enregistrement, ou bien dans un autre texte, vous utilisez, par exemple, même dans le texte de l'électron, il y a la voix, il y a la conscience de celui qui conduit, il y a aussi une voix qui arrive de temps en temps pour nous rappeler la réalité. Et dans La femme qui arrêta la pluie, il y a 2 voix. Je parle de voix avec X, hein. Ce sont des voix qu'on entend, vozes. Hein. Et donc, c'est quoi est-ce que c'est une stratégie que vous adoptez dès le début, quand vous voulez écrire, ou bien c'est quelque chose que vous ajoutez à la fin, quand vraiment vous voulez mettre définitivement le texte? Je crois que c'est aussi une influence du théâtre. Et quand j'ai lu
la formation, essai sur la formation de l'auteur de Stanislavski. J'ai été absolument fascinée parce que c'était justement ce que je faisais pour écrire. Il envoyait ses acteurs voir, par exemple, s'il voulait créer un personnage qui était malade ou médecin ou infirmier, il devait aller stagier dans un hôpital pour voir comment ça se passait et tout ça. Et c'est ce que je fais. J'écris sur des choses que j'ai vues vivre, ou que j'ai vécu moi-même, ou qui pourraient m'arriver ou arriver à quelqu'un d'autre, ou parfois existent dans un stade embryonnaire et puis je les développe. Et c'est de là qu'ils viennent les voir. Et c'est une forme de mise en scène, oui. Je vais donner mon dernier roman, qui est totalement en voix, fait de différentes voix. Totalement. Sachant que la polyphonie, c'est un procédé littéraire assez grand. Aussi l'influence de la musique. Bach est mon compositeur favori et Bach est polyphonique. Et j'ai aussi fait des études de musique comme hobby. J'ai toujours su que je n'avais pas de talent pour être musicienne. Jamais je serais une bonne pianiste. Mais je suis un excellent auditrice. J'aime beaucoup la musique, elle m'a beaucoup influencée. J'ai aussi écrit une nouvelle là-dessus qui s'appelle Les claviers. C'est le clavier de piano que j'ai appris au conservatoire de 7 à 17 ans. Et encore, aujourd'hui, j'ai une Clavinova, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, une des choses, une Yamaha japonaise avec des chevilles, des headphones, des téléphones, que seulement moi j'entends ce que je touche, parce que personne n'est obligé de souffrir ça. Mais j'adore voir comment les particules sont construites. C'est cette partie architectonique dont tu parlais tout à l'heure. Mais peut-être nos auditeurs ont d'autres choses à faire parce que quand on commence à parler, alors je ne sais pas combien on est arrivé. Oui, on va conclure. Tu voudrais poser une dernière question? Dernière question, parce que quand même, on aimerait connaître quand même l'avis de Théo Dagersa à propos de cette nouvelle génération d'écrivains portugais. On commence à avoir les premiers ici au Maroc, par exemple. Récemment, l'un des nouveaux écrivains de la littérature portugaise, Gonçalo Metavache, par exemple, et il a été traduit en arabe, il a eu une bonne réception auprès du public, auprès des lecteurs. Il y a aussi une nouvelle génération d'écrivains comme José Luis Peixoto, José Luis Deleutinho. Est-ce que vous croyez qu'il y a, dans la littérature portugaise, il y a un après Pessoa et un après Saramago? Et avant que vous répondiez de cette question, il y a aussi des voix féminines nouvelles qui ont apparemment des succès de librairies phénoménaux. Et certains critiques pensent que c'est un peu de la sous-littérature. Est-ce que quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération justement d'écrivains et d'écrivaines? J'aime beaucoup Gonçalo Tavares, par exemple, qui je considère très intéressant. Il a une façon très rationnelle de voir les choses, très intellectuelle. C'est tout le contraire de moi, mais je l'admire beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a des gens très doués, des gens très jeunes qui commencent. Mais je crois que le marketing aujourd'hui est si fort que les éditeurs sont toujours en quête des nouveautés.
Et parfois, il y a, vous avez nommé José Dilettino qui a écrit 2 livres et très bon. Et moi, j'ai fait partie d'un jury pour le Grand Prix du roman de la Société des auteurs portugais. Et c'est lui que j'ai nommé j'ai mis en première place. Il n'a pas gagné le prix, mais j'ai trouvé qu'il le méritait. Et après, il n'y a plus rien écrit. Et maintenant, il fait de la critique littéraire. C'est le même qui s'est passé avec l'auteur de Le Dieu des petites choses. C'est une écrivaine américaine d'origine indienne. Le livre est très très bon, mais après elle n'a plus rien écrit. Elle est devenue plutôt journaliste et elle défend des causes humanitaires et des choses comme ça. Alors, on ne sait jamais. Ce que je me dis parfois, j'ai pas le temps de tout lire, alors je vais attendre un peu. Et d'ici à 5 ans, peut-être, s'il reste encore, s'il publie encore, je vais lire. Je ne suis pas très à la page de tout ce qui se publie, qui est beaucoup, vraiment. Et parfois, les livres les plus vendus ne sont pas les meilleurs, mais ça arrive partout, dans tous les pays. On voudrait vous entendre pendant longtemps, mais on est dans l'obligation de rendre la salle. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir ici et j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir ici au Maroc, à Casablanca ou dans d'autres villes. Je signale que Saïd invite Théoline Dagersao à la faculté, c'est une très bonne chose. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon séjour ici au Maroc et je vous remercie tous d'avoir été là. Saïd, je te donne la parole. Merci. Je voudrais seulement vous rappeler que demain, à la fac de Benesik, à 10h, au siège du groupe de recherche sur les nouvelles au Maroc, nous recevons Théoline Dagersao dans un atelier de la lecture de ces nouvelles. Donc, c'est pour un public plus spécialisé, un public beaucoup plus averti qui va lire, disons, d'une manière directe avec Théoline Dagersao et interpréter avec elle et réfléchir sur sa façon d'écrire. Donc, demain, 10h à Merci.